Bonjour tout le monde, vidéo cette semaine sur un nouveau chapitre, les probabilités. Donc ce que je vais faire avec vous dans cette vidéo, c'est que je vais suivre les notes de cours que j'ai préparées. Ces notes-là sont disponibles sur le Drive mathématique et aussi sur le Classroom. Le plus simple, c'est vraiment sur le Classroom. On les a mis là. Donc je vais passer les notes avec vous, je vais lire les exemples, les définitions, on va regarder, faire des rappels de ce que vous connaissez déjà, mais aussi... il y aura une deuxième vidéo dans laquelle je fais des exemples, vraiment des exercices. Donc, cette vidéo-là va être un petit peu plus drabe. C'est vraiment juste pour clarifier les notes. Vous pourriez juste lire le fichier de notes vous-même. Mais c'est tout un petit peu ardu. Là. Donc là, il va y avoir mes commentaires avec ça. Donc, ce qu'on va faire, on va lire les notes ensemble, on va les commenter. Puis dans une autre vidéo, il y aura les exemples avec les exercices. Donc voilà, les probabilités. On commence avec des rappels et des définitions, des choses que vous connaissez déjà. Donc les probabilités, en fait, c'est une étude qui a trait, pardon, aux expériences aléatoires. Donc premièrement, on va définir ça. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont le résultat est uniquement déterminé par le hasard. Okay? C'est qualifié d'aléatoire une expérience si ça respecte deux caractéristiques. La première, son résultat ne dépend que du hasard. Okay? Il n'y a rien d'autre d'impliqué là-dedans. Donc, par exemple, prédire la note qu'un certain élève aura à son examen de mathématiques, ce n'est pas une expérience aléatoire parce que ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. Ça dépend de sa compréhension, de son niveau d'études, etc. Donc, ce n'est pas un chiffre au hasard entre 1 et 100 la note en mathématiques. Par contre, lancer un dé ou lancer une pièce de monnaie, comme on a dans les exemples ici, ça, c'est le fruit du hasard. Et l'ensemble de tous les résultats possibles peut être décrit avant l'expérience. Donc, il n'y a aucun résultat qui est surprenant. OK? Alors, dans les exemples que je donne ici, par exemple, lancer une pièce de monnaie, on sait très bien que les deux résultats possibles, c'est pile ou face. Il n'y a pas d'autres résultats que ça. Lancer un dé à 6 faces, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Il n'y a rien d'autre. Puis j'ai une carte, ben, c'est une des cartes. Je ne peux pas piger autre chose. Donc, les résultats sont prévisibles et le résultat de l'expérience est le fruit du hasard. C'est une expérience aléatoire. Dans une expérience aléatoire, l'ensemble des résultats possibles, ça s'appelle l'univers des possibles, puis on note ça avec le symbole ici, oméga, qui est une lettre grecque, qui est utilisée pour noter l'univers des possibles. L'univers des possibles, c'est simple, c'est la liste de tous les résultats possibles d'une expérience. Donc, dans mes exemples, je reprends deux des exemples du premier cas. Du premier cas. L'univers des possibles lors du lancer d'une pièce de monnaie, ben, c'est pile ou c'est face. Et ça s'écrit comme ça. Donc, on a univers des possibles égale et la liste est entre accolades. Okay? Donc, on place la liste entre accolades et là, on liste les éléments. Deuxième exemple, l'univers des possibles lors du lancer d'un dé à 6 faces, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Donc, tous les résultats dans une liste séparée par des virgules. Donc, ça, c'est vraiment la notation qu'il faut utiliser quand on liste les résultats possibles. Un événement, bien, un événement, c'est une partie ou un sous-ensemble de l'univers des possibles. Ça correspond à un résultat ou à un ensemble de résultats. Et c'est souvent la probabilité d'événement qu'on va étudier. Hein? Par exemple, lors du lancer d'une pièce de monnaie, soit l'événement A, obtenir pile. Mais obtenir pile, c'est un des résultats de l'univers des possibles. On se souvient, l'univers des possibles pour cette expérience-là, c'est pile ou face. Donc, obtenir pile, c'est un sous-ensemble, c'est juste le résultat pile. Et on va noter ça comme, vous voyez ici en jaune, l'événement A est égal à, et là, on va lister tous les résultats qui font partie de l'événement A ou qui sont favorables à ce que l'événement A se produise. L'événement B ici, par exemple, obtenir un nombre pair lors du lancer d'un dé à 6 faces, mais celui-là, il y a plus de résultats possibles, mais c'est quand même pas l'univers des possibles au complet. Hein, quand on lance un dé, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, alors qu'obtenir un nombre pair, c'est seulement 2, 4, 6 qui fait la job. Donc voilà, ça c'est l'événement. Et on peut définir des événements comme ça de plein de façons. Là, je vais faire une petite parenthèse sur mes notes. Tous les exemples que je donne dans les notes ici considèrent des expériences aléatoires à une seule étape, mais vous avez vu l'an passé au primaire qu'une expérience aléatoire pourrait avoir plus qu'une étape. Par exemple, je pourrais faire l'expérience aléatoire, tirer 2 cartes d'un jeu de cartes. Alors là, l'univers des possibles, ça va être des paires de cartes. Il y aurait dans l'univers des possibles, par exemple, le résultat As de pique, As de cœur. Il y aurait aussi le résultat 2 de trèfle, 4 de carreau. OK? Donc,
une liste de résultats, ça pourrait être pour une expérience à une étape ou une expérience à plusieurs étapes. Donc, je ne veux pas que vous oubliez qu'il y a des expériences à plusieurs étapes qui existent. C'est juste que j'en ai pas mis dans les exemples des notes de cours. Diagramme de Venn, maintenant, ça fait longtemps que vous croisez ça depuis le primaire. Pour représenter l'univers des possibles, on peut utiliser un diagramme de Venn. Et c'est souvent très utile et ça facilite la compréhension des différents scénarios qui peuvent arriver dans notre expérience aléatoire. Donc, vous connaissez le concept. On représente par un rectangle l'univers des possibles. Et dans le rectangle, c'est là qu'on trace notre diagramme de Venn. Donc, c'est des cercles qui vont se croiser à certains endroits. Un cercle par événement, en fait. Donc, je donne un exemple ici de diagramme de Venn. Alors, dans l'exemple, on vous dit soit l'expérience aléatoire, lancer un dé à 6 faces. C'est une expérience le fun à répéter. Là, je l'utilise souvent dans mes exemples parce qu'il y a juste 6 résultats. Fait que c'est pas. Je pourrais prendre le jeu de 4, mais lister 52 résultats, des fois, c'est long. Donc, l'expérience lancer un dé à 6 faces. Définissons deux événements. J'ai oublié mon S à événement, désolé. Définissons deux événements A et B comme suit. Donc, A, obtenir un multiple de 3 et B, obtenir un nombre pair. Donc, si je voulais les écrire en liste, c'est ce que ça représente, ces ensembles-là, ben j'aurais, regardez ici, j'aurais l'univers des possibles qui serait égal à ceci. Donc, mon univers des possibles, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tous les résultats sont dedans. Mon événement A, qui était obtenir un multiple de 3, ben, je peux le lister comme ça. Les résultats qui sont favorables à obtenir un multiple de 3, c'est 3 et 6. Et mon événement B, c'était obtenir un nombre pair. J'ai la liste ici. 2, 4, 6, c'est les nombres pairs de mon univers des possibles. Donc, j'ai mes trois ensembles comme ça. Et ça pourrait suffire. Là, je pourrais utiliser juste ça pour calculer, mais allez voir la représentation graphique en dessous, le diagramme de Venn. Des fois, ça facilite les choses. Donc, comment on décrirait ça à l'aide d'un diagramme de Venn? On ferait le dessin suivant. Premièrement, j'ai un grand rectangle qui représente mon univers des possibles. J'ai mon oméga ici. Donc, ce rectangle-là contient les 6 résultats. Là-dedans, je devrais avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 comme éléments. Placés aux bons endroits. Donc, j'ai un cercle ici qui représente mon événement A et un cercle qui représente mon événement B. Et les cercles se croisent dans la zone ici. Et cette zone-là, on va l'appeler l'intersection des deux ensembles. Okay? Donc, ça va être l'intersection des événements A et B. J'ai 6 dans cette intersection-là. Si on retourne voir les listes, 6, ben, c'est effectivement le seul élément qui se répète dans mes deux listes. Donc, lui est au milieu parce qu'il fait partie des deux cercles. Le 3, qui est dans mon événement A, mais pas dans l'événement B, ben, regardez dans le diagramme de Venn, il est seulement ici dans le A, mais il n'est pas dans le B. Même chose pour 2 et 4, qui sont seulement dans B, mais pas dans A. J'ai mon 6 ici qui est au centre. Et il me reste deux éléments de mon univers des possibles qui sont ni dans A ni dans B. Donc, je les mets quand même dans le rectangle, mais à l'extérieur de A et B. C'est mon 1 puis mon 5 qui sont ici. Donc, c'est comme ça qu'on dresse un diagramme de Venn. Et vous remarquerez que le 6 apparaît une seule fois, même s'il était là deux fois dans mes listes. Il y a moyen en dessin de faire comprendre qu'il appartient aux deux listes en l'écrivant une seule fois. C'est pour ça qu'il y a une intersection. Donc, un diagramme de Venn, plus tard, quand on va calculer des probabilités, vous allez voir, c'est très pratique de dessiner le diagramme de Venn des résultats et de voir après ça où se situe chacun des éléments. Ça facilite le calcul des probabilités bien souvent. Quelques petites notions aussi sur la notation. Concernant les ensembles A et B, on peut parler de leur union ou de leur intersection. Okay? Et là, c'est comme ça qu'on note ça. Alors, l'union, c'est A union B avec le petit U comme ça ici. Et l'intersection, c'est A inter B qu'on va dire. Et c'est le petit symbole ici de U à l'envers finalement. Okay? Donc, l'union et l'intersection d'ensemble, ça consiste en deux choses différentes. L'union, c'est comme si on fusionnait les deux ensemble. En fait, l'union de A et B, c'est tous les éléments qui sont dans A ou dans B. Okay? Les deux. Fait qu'imaginez ici que, pour les besoins de la cause, mes deux cercles, ça fait un seul ensemble. Fait que dans le fond, là, c'est ça ici mon ensemble, ce que je viens de tracer en vert. Ça, c'est un ensemble maintenant. Donc, tout ce qu'il y a là-dedans, 2, 3, 4, 6, ça fait partie de mon A union B. Alors que l'intersection, A inter B, ça, c'est seulement la section ici. C'est seulement la zone entre les deux. Donc, mon A inter B ici, il contient seulement 6 dans cette liste. Okay? Donc, il faut faire la distinction entre l'union et l'intersection.
Vous allez voir, les différents manuels ou notes de cours parlent souvent dans ces formes-là pour décrire les probabilités. Donc, l'union, l'intersection d'éléments, c'est les sous-ensembles de l'événement qui sont vrais pour les deux dans le cas de l'intersection ou qui sont vrais pour un ou pour l'autre dans le cas de l'union. Une probabilité maintenant, c'est quoi? Parce que là, on a défini dans le fond des listes. C'est quoi un univers des possibles? C'est quoi des événements? Maintenant, on va calculer la probabilité de ces événements-là. Donc, calculer une probabilité, c'est quantifier la possibilité qu'un événement se produise lors d'une expérience aléatoire. On peut l'exprimer en fractions, en nombre décimal ou en pourcentage. Et tout ça, c'est la même chose. Donc, on peut l'écrire dans un des formats ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, qu'obtenir pile sur le lancer d'une pièce de monnaie, ben, on peut dire soit que c'est 1/2 la probabilité, on peut dire que c'est 0,5 la probabilité, ou on pourrait dire que c'est 50% la probabilité. Et dans les trois cas, c'est la même chose. C'est la même probabilité qui est exprimée de trois façons différentes. On utilise souvent la fraction parce que c'est plus facile. Hein. S'il y a 5 cas favorables, puis il y a 12 cas en tout, on va dire qu'il y a 5 chances sur 12. 5 sur 12. C'est très, très, très intuitif. Au lieu d'aller l'exprimer en pourcentage, 5 douzièmes en pourcentage, ça ne donne pas un nombre très joli. On pourrait quand même, ça serait quand même équivalent. La probabilité va toujours se trouver entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut être moins certain que 0%, puis on ne peut pas être plus certain que 100% que quelque chose va arriver, donc c'est nécessairement entre 0 et 100%, on ne peut pas déborder. Probabilité théorique versus probabilité fréquentielle. Deux types de probabilités qu'on va voir. La probabilité théorique, c'est celle que vous connaissez, en fait. On l'appelle souvent simplement probabilité. Quand on parle d'une probabilité pour un jeu de hasard, des dés, des cartes, tout ça, ben, on parle souvent de la probabilité théorique. Okay? La probabilité théorique, c'est simple, c'est le rapport entre le nombre de résultats favorables et le nombre total de résultats possibles d'une expérience aléatoire. La différence avec la probabilité fréquentielle qu'on va voir après, c'est que la probabilité théorique, elle est absolue. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de réaliser l'expérience pour la connaître. Je n'ai pas besoin d'avoir fait des essais. Si j'ai un dé bien balancé, c'est-à-dire un cube parfait, puis qu'il y a un numéro sur chacune des faces de 1 à 6, mais quand je lance mon dé, la probabilité d'obtenir 1, c'est une chance sur 6. Je le sais, je n'ai pas à faire de calcul. Il y a 6 faces, il y en a une qui contient le 1, mais la probabilité d'obtenir 1, c'est 1 sur 6. Okay? L'exemple que je donne ici, la probabilité théorique de l'événement obtenir un multiple de 3 lorsqu'on lance un dé, ben c'est 2 sur 6. Pourquoi? Le nombre de résultats favorables, c'est les multiples de 3, donc 3 et 6. Le nombre de résultats possibles, c'est tous les résultats possibles sur le dé, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme il y a 2 résultats favorables sur 6 résultats en tout, ben ma probabilité, c'est 2 sur 6. Ou une chance sur 3 si je réduis. Là, on peut réduire les fractions toujours. Je pourrais dire 33,3% de chance aussi. Je pourrais dire 0,33 chance comme probabilité. Donc, n'importe quelle forme. La probabilité fréquentielle maintenant. La probabilité fréquentielle, ça c'est différent. On la croise souvent dans la vie, mais je vous explique comment ça marche. C'est une probabilité qui est obtenue en compilant les résultats d'un certain nombre de répétitions d'une expérience aléatoire. On l'utilise lorsque la probabilité théorique est impossible à calculer. Donc, on préfère toujours la probabilité théorique parce qu'elle est absolue, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est précise. Mais des fois, ce n'est pas possible. Je donne un exemple super simple, mais la météo. OK? On donne des probabilités d'averse à chaque jour, par exemple, si vous suivez la météo. Mais cette probabilité d'averse-là, elle n'est pas théorique. On ne sait pas que mardi, le 22 juin 2054, il y a 30% de chances qu'il pleuve. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait d'avance. Alors, comment on détermine ces probabilités-là? Ben, on utilise l'expérience passée, on fait une compilation statistique de tous les mardis du mois de juin des 50 dernières années, alors que la veille, les nuages étaient placés comme ça, alors que, okay, gros calcul compliqué, et on se dit, ben, dans 30% des cas, il pleuvait, donc on va estimer la probabilité qu'il pleuve cette journée-là à 30%, par exemple. Okay? On l'appelle aussi probabilité expérimentale ou probabilité estimée pour les raisons que je viens de dire. C'est que ce n'est pas une probabilité absolue, mais plus le calcul statistique est précis, plus cette probabilité-là va être précise. Et là, je donne l'exemple ici, un exemple de hockey. On veut calculer la probabilité qu'un joueur de hockey marque un but sur son prochain tir en fusillade. Mais on ne connaît pas la probabilité théorique de l'événement. On ne peut pas dire pour ce joueur-là, c'est 1 sur 2. On ne le sait pas. Ce qu'on peut faire, on pourrait se fier aux performances précédentes. On pourrait dire, ben, cette année, le joueur est allé 12 fois faire un essai en fusillade, puis il a marqué 5 fois.
on pourrait estimer la probabilité qu'il marque à 5 sur 12. Ce serait une pas pire estimation. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs. Peut-être qu'il faudrait regarder le gardien qui affronte, l'heure du match, la journée de la semaine, est-ce qu'il a joué la veille. OK, il y a peut-être d'autres facteurs qu'on pourrait regarder pour raffiner notre probabilité. Mais quand on fait ces calculs-là, quand on utilise les données passées pour prédire ou pour estimer une probabilité, c'est ça une probabilité fréquentielle. OK? Alors voilà pour la différence. Probabilité théorique, c'est absolu. Probabilité fréquentielle, il faut avoir une répétition de l'expérience pour estimer la probabilité. Et là, on termine avec ça, les types d'événements maintenant. Donc, on a vu tantôt qu'un événement, c'était un sous-ensemble de tout ce qui pouvait arriver lors d'une expérience aléatoire. Alors, il y a différents types d'événements qu'on peut définir. Un événement élémentaire, premièrement, c'est un événement qui contient un seul résultat de l'univers des possibles. Par exemple, lors du lancer d'un dé à 6 faces, l'événement obtenir un multiple de 5, c'est un événement élémentaire, parce qu'il contient juste un élément de l'univers des possibles, 5. Okay? L'événement obtenir 2, c'est élémentaire aussi. Alors que l'événement obtenir un nombre pair, ça, c'est pas élémentaire, parce qu'il y a 3 résultats pairs possibles. Donc, s'il y a un seul résultat possible dans l'univers des possibles, pour l'événement, ça s'appelle un événement élémentaire. Les événements compatibles, c'est des événements différents, qui sont définis différemment, mais qui ont un résultat compatible finalement. En d'autres mots, s'il y a au moins un élément dans leur intersection. OK? Je donne un exemple avec un jeu de cartes ici. Lors d'une expérience aléatoire, tirer une carte d'un jeu de 52 cartes. Okay? Donc, on tire une carte d'un jeu de cartes. L'événement tirer une carte de cœur et l'événement B, tirer un valet, sont des événements compatibles. Parce qu'il existe au moins un résultat parmi les 52 résultats possibles qui est favorable aux deux événements simultanément. Ici, c'est le résultat valet de cœur. Okay? Si je tire le valet de cœur, mon événement A s'est réalisé, j'ai tiré une carte de cœur, et mon événement B s'est réalisé, j'ai tiré un valet. Donc, si un seul résultat existe qui satisfait les deux événements, on va donc dire que les événements sont compatibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se produire lors du même résultat de l'expérience aléatoire. Des événements incompatibles, c'est l'inverse, vous aurez compris. Donc, des événements incompatibles, ils n'ont aucun élément en commun. L'exemple que je donne, c'est encore un jeu de cartes, mais si j'ai l'événement A qui serait, par exemple, tirer une carte de cœur et l'événement B qui serait tirer une carte de trèfle, on comprend vite que ça ne peut pas arriver en même temps. C'est impossible de tirer une carte qui est à la fois de cœur et de trèfle. Ça marche pas. Donc, c'est des événements qu'on va dire incompatibles. Finalement, des événements complémentaires, c'est des événements qui sont incompatibles, donc c'est nécessaire. S'ils sont compatibles, ils ne peuvent pas être complémentaires. Des événements qui sont incompatibles et qui, ensemble, couvrent l'univers des possibles au complet. Je donne un exemple. Ici, lancer une pièce de monnaie, les événements obtenir pile et obtenir face, c'est des événements complémentaires puisque, ensemble, pile et face, ça forme l'univers des possibles au complet. Un autre exemple, ça pourrait être avec un dé. Je pourrais dire l'événement A obtenir 1, 2 ou 3, puis l'événement B obtenir 4, 5 ou 6. Ces événements-là seraient complémentaires parce qu'ensemble, ils feraient 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ils couvriraient l'univers des possibles au complet. J'ai dit finalement, je m'excuse, il en restait un. Des événements équiprobables, c'est des événements dont la probabilité est la même. Okay? La probabilité qu'ils se produisent est la même. Par exemple, l'expérience aléatoire lancer un dé à 6 faces, les événements obtenir 1 et obtenir 3 sont des événements équiprobables, parce qu'ils ont chacun une chance sur 6 d'arriver. Alors que, par exemple, l'événement obtenir 1 et l'événement obtenir un nombre pair, c'est pas équiprobable. C'est plus probable d'obtenir un nombre pair que d'obtenir 1 comme résultat. Donc, s'il y a une probabilité d'un événement qui est différente de l'autre, ils ne sont pas équiprobables. Alors que et là, il pourrait y avoir une liste de plusieurs événements équiprobables. Par exemple, pour le lancer d'un dé, l'événement obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, obtenir 5, obtenir 6, ces 6 événements-là sont équiprobables. En fait, tous les résultats de l'expérience aléatoire sont équiprobables. Donc, ils ont chacun une probabilité de 1 sur 6 d'arriver. Donc, voilà pour les notes. Il y a le fichier sur les exercices que je vous invite à aller voir et les exercices à compléter, évidemment, cette semaine. Alors, voilà.